Il est exactement 19 heures à Moribabougou, d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité et c'est justement l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale, africaine et internationale dont voici le seul titre. Le Mali ainsi que la communauté internationale célèbrent ce vendredi 25 novembre, comme chaque année d'ailleurs, la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une conférence de presse a été animée ce matin au patronat de Bamako à Amdalaï Asseyi pour marquer les 16 prochains jours des femmes actives dans notre pays. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV. Célébration ce vendredi 25 novembre de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Notre pays n'est pas en marge de cette grande mobilisation et le thème de cette 25e édition est pour une paix durable au Mali, agissons pour éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles dans les familles, au travail et à l'école. Kadi Djakité et Mohamed Sidibé étaient présents au patronat du Mali pour Chérifla Actualité. Une femme sur 3 dans le monde est victime de violences dans sa vie, selon les données du système de gestion des informations sur les violences basées sur le genre. Au Mali, 1468 cas ont été enregistrés, dont plus de 5 cas de décès durant la période 2012-2015. Cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes est donc l'occasion de rappeler l'existence massive des violences faites aux femmes partout dans le monde. Ici, c'est un plateau qui nous appelle à l'action contre les violences faites aux femmes et aux filles. Alors, il s'agit ici simplement de rappeler que chacun et chacune de nous est un acteur, un vecteur de paix. Cela doit intégrer justement nos comportements de tous les jours, à tous les niveaux. Il s'agit pour la communauté internationale de briser le silence autour des violences faites aux femmes et aux filles. Et justement, le Mali, en tant qu'État souverain, ne saurait rester en marge, n'est-ce pas, de cette rupture de silence autour de cette question. Je pense que tout acte de violence, qu'il soit physique, verbal, psychologique, est une atteinte grave aux droits humains. Ces jours d'activisme que nous démarrons devrait nous permettre encore plus de resserrer nos rangs, de réaffirmer notre engagement, encore une fois, à aller dans des étapes supérieures pour nous assurer que définitivement toutes les formes de violence sont définitivement bannies de notre environnement. L'heure est à l'action. Nous pensons que les femmes n'ont jamais été derrière, mais elles doivent encore plus être devant aujourd'hui pour mener cette lutte-là. Parce que c'est fondamentalement un problème de droits humains. Au-delà des coûts médicaux et judiciaires, la violence envers les femmes a des conséquences néfastes sur les budgets des ménages et aussi sur les budgets nationaux. C'est énorme les conséquences économiques des violences faites aux femmes. Non seulement au niveau du ménage, quand une femme est violentée au niveau du ménage, c'est sûr que les enfants sont mal éduqués. La femme même est frustrée de tout le temps et elle n'arrive pas à s'épanouir économiquement. Et en sachant que les femmes sont en nombre élevé plus que les hommes, ça veut dire que même au niveau de l'épanouissement économique, elle ne serait pas épanouie. Une femme battue aura honte d'aller au travail. Et ça fait un manque à gagner pour l'État. Une femme battue ne pourra pas bien éduquer ses enfants. Et c'est une perte pour l'État dans le futur. Même l'homme qui bat sa femme subit les conséquences, même s'il ne le reconnaît pas, il ne le dit pas. Sous le leadership du ministère, on est en train d'aller vers la proposition de loi à l'Assemblée par rapport à la violence basée sur le genre. Et je pense que la commission genre de l'Assemblée est bien occupée dans le processus. C'est un processus et on espère tirer les leçons, comme je l'ai dit,
des autres processus de loi qui ont concerné les femmes. Pour rappel, lors de cette conférence de presse, la campagne mondiale contre les violences basées sur le genre a été lancée. Durant 16 jours, des actions seront menées contre les violences faites aux femmes. Un nouveau coup de filet, un nouvel exploit des forces armées maliennes, les FAMA, le numéro 2 d'une faction du groupe djihadiste malien en Sardine opérant dans le nord du Mali, est mis en cause pour une embuscade meurtrière contre l'armée le 20 novembre dernier, a été arrêté jeudi à Gao, selon des sources militaires et de sécurité maliennes. Ces sources ont identifié l'homme comme Ataher Ag Ihadou, qui serait le responsable adjoint de la faction dans Sardine ayant mené l'attaque contre un convoi de l'armée malienne transportant des urnes après le vote pour des élections municipales le 20 novembre dans une localité proche de Tombouctou. L'homme qui vient d'être arrêté à Gao était activement recherché selon une source militaire malienne. L'arrestation de ce chef djihadiste intervient au lendemain des funérailles des militaires maliens tués le 20 novembre. Des responsables de l'armée, dont le chef d'état-major, le général Didier Dako, ainsi que le président de la République, Ibeka, leur ont rendu hommage lors d'une cérémonie mercredi à Sévaré, près de Mopti, en présence de leur famille. Rappelons qu'en Sardine, qui s'écrit avec S s'il vous plaît, fait partie des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique qui ont contrôlé le nord du Mali de mars-avril 2012 à janvier 2013. Ces groupes ont été en grande partie chassés de ces régions à la suite du lancement en 2013 d'une intervention militaire internationale à l'initiative de la France. Voilà donc un nouveau coup de filet et vraiment c'est à l'honneur des forces armées maliennes. La 32e conférence ministérielle de la francophonie s'est achevée jeudi dernier, ce jeudi 24 novembre à Antananarivo. Pendant 2 jours, les ministres des pays francophones étaient réunis en vue de préparer la participation des chefs d'État au 16e sommet de la francophonie prévu ce week-end dans la capitale malgache. Nous allons retrouver Marietou pour ce commentaire. Pendant cette 32e conférence ministérielle de la francophonie, les ministres ont adopté une douzaine de projets de résolution à soumettre aux chefs d'État. Ils ont préparé les discussions qui vont animer le week-end. Les sujets relatifs aux crises politiques en Afrique ont été vivement débattus, notamment celle de la République centrafricaine, du Burundi, de la Guinée-Bissau et du Mali. Alors que des voix s'élèvent pour que l'Organisation internationale de la francophonie reste loin de ces questions politiques et sécuritaires, elles sont inévitables pour la secrétaire générale. Ce qui a agité les délégations, c'est en particulier les débats sur les crises politiques, notamment celles en RDC. À l'ordre du jour, la demande d'adhésion de l'Arabie saoudite à l'OIF qui ne fait pas l'unanimité. L'Arabie saoudite n'est pas la première monarchie du Golfe à frapper à la porte de l'OIF. Le Qatar a déjà le statut de membre associé. Les Émirats arabes unis ont celui d'observateur, mais la demande du royaume saoudien qui aspire lui aussi au statut d'observateur fait polémique. Le comité chargé des adhésions estime que la candidature de Riyad devrait être reportée à plus tard. La balle est désormais dans le camp des chefs d'État et de gouvernement qui participent au sommet de la francophonie ce week-end. C'est eux qui décideront s'il faut inviter l'Arabie saoudite. Les ministres se sont également joints aux appels visant le renforcement de la mobilisation de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme. Les questions liées à la gestion des flux de migrants entre le Moyen-Orient et l'Europe ainsi qu'au changement climatique ont également été abordées. S'agissant de la préparation du 16e sommet de la francophonie, la CMF a notamment adressé au sommet pour adoption des projets de résolution et la future déclaration de Madagascar. Ses membres ont également transmis leurs recommandations sur les demandes d'adhésion des nouveaux pays à l'OIF. Enfin, la conférence ministérielle de la francophonie a adopté une résolution sur la mise en œuvre du VAD-MECOM relatif à l'usage de la langue française dans les organisations internationales dont on fête cette année les 10 ans. Parlons à présent politique et direction la Côte d'Ivoire où des jeunes militants du PDCI, Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, ont fait savoir leur mécontentement par rapport au choix de la direction du parti pour les élections législatives du 18 décembre prochain. Je vous propose un article de nos confrères d'Africa 24 revu par Marietou Diallo.
Des mécontentements au sein du PDCI qui font suite au choix des candidats pour les élections législatives du 18 décembre 2016. À Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, les secrétaires de section ont démissionné en bloc parce que le PDCI ne présentait qu'un candidat sur les 6 devant briguer les suffrages des électeurs. Dans une autre commune, Cocody, où les gens ont fait des sittings afin de protester contre la décision de leur parti qui n'a pas reconduit la candidature d'une des députées sortantes. Elle a été écartée tout comme un autre député actif du parti. Notre parti a choisi un candidat sans consulter les jeunes de Cocody. Notre parti a choisi un candidat que les jeunes de Cocody ne connaissent pas. Nous sommes très en colère. Même si le délai est passé, nous sommes venus parce que nous avons été extrêmement frustrés. Face à cette situation embarrassante, les responsables du parti appellent à la retenue et estiment que les jeunes doivent faire confiance à la hiérarchie et respecter les choix. Les listes qui ont été publiées comportent des noms qui sont issus de grandes discussions. Je voudrais donc demander aux jeunes, n'est-ce pas, de Cocody et par-delà, à tous les jeunes de garder leur calme parce que la direction du RHDP est en train de construire une grande famille. Il faut faire confiance à nos deux présidents. Rappelons que le PDCI présente 101 candidats pour briguer les 225 sièges de l'Assemblée nationale. Les brèves d'aujourd'hui nous conduisent successivement au pays des hommes intègres Burkina Faso, où la loi encadre les liens entre l'armée et le monde politique au Nigeria, où l'on assiste à des divergences de points de vue entre les forces armées et l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International. Puis nous terminerons par le Cameroun et nous retrouvons encore Marietou Diallo pour ce dernier commentaire. Au Burkina Faso, les députés ont adopté 2 projets de loi portant sur les forces armées. Désormais, aucun militaire ne pourra faire de la politique ou ne pourra exercer la fonction de chef coutumier. Mais afin d'éviter toute confusion avec cette interdiction, le projet de loi précise qu'un militaire peut être nommé au sein d'un gouvernement ou occuper des hautes fonctions de l'État. Adoptée sous la transition, la loi portant statut du personnel des forces armées obligeait les militaires à quitter l'armée après une nomination dans un emploi de fonctionnaires civils ou d'agents des collectivités territoriales. Toutefois, ce nouveau projet de loi précise que les militaires appelés aux autres fonctions administratives ou ministérielles doivent éviter des prises de position politiques ou partisanes. L'armée nigériane s'inscrit en faux contre un récent rapport d'Amnesty International selon lequel 150 manifestants pro-Biafra ont été abattus par les forces de l'ordre. Divergence de point de vue entre l'armée nigériane et l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International. Selon les autorités sécuritaires du Nigeria, jamais elles n'ont fait usage de méthodes contraires aux normes. À l'inverse, précise-t-elle, ce sont les manifestants qui attaqueraient les forces de l'ordre, causant parfois des morts ou des blessés graves dans leurs rangs. Une contre-offensive de l'armée presque immédiate après la publication du rapport d'Amnesty International ce mercredi. Ce document vient en effet appuyer avec force de détail des déclarations tenues par l'ONG en juin dernier. Les avocats anglophones font partie des meneurs qui ont poussé au soulèvement populaire à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun ces derniers jours. Ils protestent contre l'application dans leur zone géographique d'un mode juridique à forte coloration francophone. Leurs revendications, ajoutées à celles des enseignants de la même partie du pays, ont ravivé les ressentiments à l'égard du pouvoir de Yaoundé. Les avocats se disent ainsi souciés de préserver un système juridique d'inspiration anglo-saxonne. Le pouvoir central voudrait les pousser vers une certaine assimilation. Outre l'exigence, la stricte application de la common law, dont ils maîtrisent mieux les spécificités, ces avocats ont par ailleurs repris à leur compte un appel au retour au fédéralisme dans le mode d'administration du pays. Voilà donc, c'est sur ces brèves africaines que se referme cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Batili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale à Bamanakan. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de Chérifla TV. À très bientôt.